Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, maître de conférences associée à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Aujourd'hui, nous recevons Zoé Dubus, que nous avons déjà reçue une première fois. Bonjour Zoé. Bonjour, bonjour, merci beaucoup Evelyne pour ton invitation. Donc Zoé est historienne, spécialiste des psychotropes. Elle a fait un doctorat et un postdoctorat sur les psychédéliques et elle va se présenter davantage parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup à nouveau Evelyne pour ton invitation. Je suis ravie d'être là de nouveau sur ta chaîne. Je vais partager mon écran comme ça. Pendant que je parle, je vous explique un petit peu ce que je fais. Donc effectivement, je suis historienne, je travaille sur tous les psychotropes et en ce moment, je travaille particulièrement sur les psychédéliques parce qu'il y a une demande euh, accrue de la société contemporaine pour ces questions-là. Et au sein de mon postdoctorat en ce moment, je travaille sur des femmes qui ont développé des nouvelles techniques de psychothérapie pendant qu'elles travaillaient avec le LSD pendant les années 50-60. Ces femmes, elles étaient très connues, très célèbres, reconnues pour leur travail aussi. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, c'est un processus qu'on connaît pour plein de femmes différentes, elles ont été progressivement abandonnées. Donc, voilà, mon travail, c'est à la fois de les replacer dans leur histoire, et puis d'aller voir comment on travaille pas sur elles, elles ont été complètement oubliées, d'aller voir peut-être dans leurs archives s'il y a des choses qui pourraient être utiles aux thérapeutes d'aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est un espèce d'aperçu de ce que je fais dans ces recherches de postdoctorat. Et j'ai oublié de préciser aussi que je suis une des fondatrices de la Société psychédélique française. Donc, je suis aussi très investie aujourd'hui sur ces questions-là dans la société. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai un ordi tout pourri et même si le Wi-Fi est bien, quand je passe après sur un PowerPoint, des fois ça ralentit un peu le processus, mais normalement ça devrait se lisser au bout d'un moment. C'est tout à fait OK là pour le moment le son. Eh ben parfait. Alors, donc je vous ai mis, oui, sur la slide là, vous avez mon site internet et vous avez Twitter, mais je suis sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas s'il y a des articles, que ce soit de moi ou de n'importe qui vous intéressent et auxquels vous n'avez pas accès en ligne, à me les demander parce que je considère que la science, elle doit être accessible à toutes et à tous. Et donc j'envoie avec plaisir les articles auxquels je fais référence à la demande. Alors, Et quand j'ai ton commencé Facebook est très utile et a plein de choses très amusantes, des anecdotes, je recommande. Ah bah c'est très gentil. Ouais, j'essaye de faire en sorte que, voilà, de montrer un petit peu ce que c'est que mon travail et de faire en sorte que ça soit un peu rigolo pour que les gens soient intéressés. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler sur les psychédéliques, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, voilà, les personnes dont on parlait euh, dans ce champ-là en histoire, c'était uniquement des hommes. Donc je vous mets là quelques grandes figures. Donc on a Al Hubbard et Timothy Leary en Angleterre, Stanislas Grof qui était tchèque et puis ensuite qui a émigré aux États-Unis, Humphrey Osmond qui est un psychiatre anglais et qui travaillait au Canada, c'est lui qui a inventé le mot psychédélique, et puis Ronald Sandison qui est un psychiatre anglais. Donc moi pendant très longtemps j'ai travaillé sur ces grandes figures-là. Et je me posais pas du tout la question de savoir s'il y avait des femmes, puisqu'on ne parlait pas de femmes, et que pour les années 50, c'est quand même encore un milieu très masculin. Donc, voilà, je me posais pas du tout la question. Et puis, petit à petit, j'ai eu la surprise de découvrir, au fur et à mesure de mes lectures, que, bien, il y avait des autrices, des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues qui avaient aussi été assez importante dans ce champ dont je voyais les articles progressivement. Alors pour vous dire à quel point je pensais pas du tout qu'il pouvait y avoir des femmes. Alors moi je suis féministe, c'est quelque chose auquel je fais normalement très attention et pourtant j'ai lu pendant des années les articles d'une personne qui s'appelait J. Martin et pour moi c'était un psychiatre, c'était pas une femme, Joyce Martin. Donc ça a été une très grande surprise quand au bout de quelques années je me suis rendu compte qu'en fait c'était une femme. Donc là, je vous mets les femmes dont on va parler aujourd'hui. Donc Betty Eisner, qui est une psychologue américaine, Joyce Martin, qui est psychiatre et psychanalyste en Angleterre, Luisa Gambier de Alvarez de Toledo, qui est psychanalyste en Argentine, et Margot Kuttner, qui est d'abord une philosophe en Allemagne, puis qui va fuir l'Allemagne nazie parce elle est juive, et elle va trouver refuge en Angleterre.
Et elle va devenir psychanalyste là-bas. Et donc, toutes ces femmes, malgré le fait qu'elles aient beaucoup publié d'articles sur le LSD pendant leur vie, qu'elles aient été très reconnues, qu'elles aient participé à toutes les grandes conférences sur les psychédéliques, qu'il y ait des médecins qui soient venus se former dans leur service, bref, qu'elles soient vraiment auprès des figures masculines que je vous ai montrées tout à l'heure, elles ont été totalement invisibilisées. Donc ça veut dire que c'est un concept pour pouvoir analyser la place des femmes, et notamment en sciences, de voir que finalement, au fur et à mesure du temps, surtout après leur mort, on les cite de moins en moins et donc elles disparaissent progressivement de l'histoire des sciences. Et puis à ça s'ajoute l'effet Matilda, qui est un autre concept qui permet de penser cette invisibilisation, qui veut dire que très souvent en science, on attribue des découvertes scientifiques ou, comme ici, des techniques qui ont été inventées par des femmes, on les attribue à leurs collègues masculins. Et donc, typiquement, pour ces femmes-là, le set and setting, donc l'idée de s'assurer du bien-être psychique et physique des patients pendant la séance, ça a été attribué à leurs collègues masculins, notamment à Timothy Leary. Alors, Timothy Leary, effectivement, il a inventé l'expression set and setting, mais c'est ces femmes-là qui ont développé les techniques. Et vous voyez que cette invisibilisation, elle est tellement forte que Margot Kuttner, ça fait plus de 6 ans que je travaille sur elle. Et malgré toutes mes recherches, vous pouvez imaginer le temps que je passe tous les jours pour essayer de chercher une photo d'elle. Jamais pu en trouver. Voilà à quel point elles ont été invisibilisées. Alors, juste avant de passer à l'étude de ces femmes-là, je voulais vous montrer d'autres femmes qui ont été très importantes dans le milieu des psychédéliques. Donc, évidemment, Maria Sabina, qui a fait connaître les champignons à psilocybine aux Occidentaux. Valentina, l'épouse de Gordon Wasson. Sans Valentina, Gordon n'aurait jamais été intéressé par les champignons en général. C'est vraiment elle qui a amené cet intérêt pour ce sujet-là. Et elle a écrit, suite à leur expérience avec Maria Sabina, elle a aussi écrit un article très important dans un journal équivalent aussi prestigieux que celui dans lequel Gordon Wasson avait écrit son propre article. Et pourtant, on ne cite que l'article de Gordon Wasson, on ne cite jamais le travail de Valentina. Et puis pour finir, la première thèse au monde qui a été soutenue sur la psilocybine, c'est une thèse française et c'est la thèse d'une femme, Anne-Marie Quétin, qui travaillait à Sainte-Anne. Voilà, donc beaucoup de femmes, notamment dans le milieu dans l'étude de la psilocybine aussi. Et puis, un peu plus étonnant, la panique morale, donc la fin, l'événement médiatique qui a causé la fin des études en France, a été causé aussi par une femme, donc là aussi une importante, très importante, de Claudine Escoffier-Lambiotte, qui est une médecin et qui devient journaliste dans les années 50, qui est très reconnue. C'est vraiment une des grandes figures de l'intelligentsia française à cette époque-là. Elle est dans tous les cercles mondains. Elle a beaucoup d'influence sur la société française à cette époque-là. Ses articles sont très lus. Elle invente le style de la chronique médicale et elle travaille au Monde. Et les 21, 22 et 23 avril 1966, on ne sait pas très bien pourquoi, mais elle va publier une série de 3 articles qu'elle appelle Les poisons de l'esprit, dans lesquels elle fait découvrir à la population française les psychédéliques comme les substances les plus dangereuses qui existent et qui aient jamais existé et qui sont en passe de détruire les cerveaux des jeunes Américains qui les consomment. Elle les présente absolument pas comme des médicaments et en plus, elle explique que ces jeunes Américains sont en train de contaminer les Français parce qu'ils fuient les États-Unis, ils vont en Inde donc c'est les hippies qui font ce trajet jusqu'en Inde et en allant en Inde, ils passent par la France où ils sont en train de diffuser le LSD. Donc elle en appelle à une prise de décision politique rapide pour protéger la jeunesse française. Ça va faire l'effet d'une bombe vraiment dans la presse française. Tous les journaux vont faire leur une sur le LSD et moins d'un mois et demi seulement après cette publication, le gouvernement français est le premier au monde, avant même les États-Unis, à interdire les psychédéliques, à les classer dans le tableau des stupéfiants. Et donc ça signe l'arrêt des études. Donc c'est vous montrer aussi là une importance cruciale d'une femme dans cette histoire des psychédéliques. Donc j'ai écrit, si ça vous intéresse, je ne vais pas du tout développer là-dessus, mais j'ai écrit des articles, j'ai fait un podcast, le podcast Substance, j'ai fait 2 épisodes sur ce sujet, donc vous avez de quoi creuser.
Alors, cette invisibilisation, elle est effective dans les années 50, mais elle l'est toujours aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Je vous montre ici un exemple, donc le documentaire How to Change Your Mind, qui est sur Netflix, de Michael Pollan, qui est l'auteur à succès, qui a écrit un livre du même nom. Donc, le livre a été adapté récemment en documentaire. C'est 4 épisodes, ça dure presque 4 heures. Et donc, évidemment, j'ai regardé ce documentaire et au bout de 20-30 minutes, j'ai commencé à me dire, mais j'ai vu aucune femme à l'écran pour l'instant là. Et donc, je suis repartie au début et j'ai fait ce tableau Excel. Vous voyez que je suis nerd complètement, mais quand il s'agit de s'intéresser à la présence des femmes, notamment scientifiques et des expertes dans le champ des psychédéliques, je suis très motivée. Et donc voilà, il faut attendre la fin du deuxième épisode pour voir apparaître une femme experte. Il n'y en a que 3 sur les presque 4 heures. Et vous voyez le ratio qui est complètement délirant. Donc ça, c'est volontaire. C'est-à-dire que Michael Pollan, c'est pas parce qu'il n'a pas trouvé de femmes qu'il y a ce ratio-là. C'est parce qu'on est toujours dans un système patriarcal dans lequel les hommes sont considérés comme ceux qui ont le savoir et ceux qui sont les plus intéressants finalement à interroger. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut être très conscient et lutter contre. Et puis, c'est aussi dénoncé très régulièrement. Donc, les manels, c'est dans les congrès, dans les conférences sur les psychédéliques, ces événements qui ne s'organisent qu'autour d'hommes et qui laissent de côté complètement toutes les femmes qui peuvent exister dans ce champ-là. Donc, à nouveau, c'est vraiment un très gros problème. Donc, je vous disais, des femmes, il y en a hein, dans le milieu psychédélique. Je vais vous mettre une sélection ici de certaines femmes que moi, dont j'apprécie particulièrement le travail. Donc, il y a des sociologues, des psychiatres, des historiennes, des thérapeutes, des anthropologues, des travailleuses du sexe, des thérapeutes underground, des pharmacologues, des sociologues, des journalistes. Voilà, je vous mets vraiment une grande variété. Vous voyez qu'il y a toutes les couleurs, elles sont dans tous les pays, dans toutes les disciplines. Donc, si on veut trouver des femmes pour parler des psychédéliques, il y en a plein qui sont experts. Donc, j'espère que ces quelques exemples pourront donner éventuellement des idées. Alors, cette invisibilisation des femmes, à la fois dans l'histoire et dans la période actuelle, c'est quelque chose auquel s'attache notamment l'historienne Erika Dick, avec qui je travaille en ce moment au Canada. Donc, pour lutter contre ça, elle a notamment créé une série sur Chacruna. Donc, le Chacruna, c'est un site de sciences humaines et sociales sur lesquels il y a des petits articles qui sont en anglais sur plein de sujets qui traitent des psychédéliques. Donc Erika Dick a fait une série sur les femmes dans ce milieu-là, qui comprend presque une centaine d'articles aujourd'hui et qui présente toute la variété des femmes qui ont été importantes dans le champ des psychédéliques, qu'elles soient psychonautes, artistes, intellectuelles, scientifiques, femmes d'eux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Ça a été publié en livre, mais pour l'instant, il n'y a pas de traduction française de prévu. Alors on revient du coup sur les femmes dont je vais vous parler. Donc c'est vraiment les femmes les plus importantes dans ce champ-là, dans la médecine de cette époque, et on va commencer par Margot Kuttner. Donc une fois qu'elle arrive en Angleterre, qu'elle a fui l'Allemagne, donc elle était philosophe à l'origine, et elle va travailler à l'hôpital Powys, qui est l'hôpital de Ronald Sandison. Ronald Sandison, c'est le premier à avoir décrit une vraie méthode de psychothérapie assistée par psychédélique. Ça n'existait pas auparavant, donc c'est vraiment lui qui pose les bases de cette nouvelle technique. Et c'est aussi le premier à inventer la méthode psycholytique. Donc on administre de faibles doses et on augmente progressivement jusqu'à arriver à des doses moyennes à fortes. Donc c'est une technique qui est beaucoup plus douce que la technique psychédélique qui, elle, est inventée au Canada et va se diffuser en Amérique du Nord, où on administre là plutôt 1 à 3 doses et les doses sont très fortes pour créer une expérience transformatrice immédiatement. Donc, Margot Kuttner, elle travaille à Powys. À Powys, ils ont carrément construit un bâtiment exprès pour recevoir les thérapies assistées par psychédéliques. Et elle va écrire un long article en 1959. C'est le seul qu'elle écrit sur le LSD. C'est la seule, c'est celle qui a le moins écrit sur ce sujet-là. Elle a écrit plein d'autres articles, mais sur le LSD, elle en écrit qu'un. C'est un article qui est absolument passionnant et qui révolutionne complètement la pratique de la psychothérapie à cette époque-là avec psychédélique. À ce moment-là, le toucher, le contact physique entre thérapeute et patient est totalement tabou.
Il y a des médecins qui refusent de serrer la main de leurs patients pour leur dire bonjour parce qu'ils pensent que ça va nuire au processus de transfert. Et le contact physique, c'est vraiment seulement réservé aux infirmières, à la fois en tant que femmes, parce qu'on considère à cette époque-là que c'est leur rôle naturel d'avoir ce rôle un peu maternant, et puis aussi en tant que personnel subalterne. Les psychiatres, qui sont majoritairement des hommes, ne doivent pas toucher les patients. Et Margot Kuttner, ce qu'elle va expliquer, c'est que la méthode qu'ils utilisent, c'est de plonger les patients dans une certaine forme de régression, donc que les patients se sentent et agissent comme des bébés, et que dans cet état-là, le contact par le toucher, c'est la seule chose que les patients ils peuvent comprendre. Donc c'est très important que les médecins eux-mêmes tiennent ce rôle-là. Et ce qu'elle va expliquer, elle va aller encore plus loin que ça. Elle va dire c'est pas seulement nécessaire que le psychiatre touche le patient, mais le patient lui-même doit pouvoir toucher le thérapeute. Et ça, vous voyez que c'est vraiment totalement en rupture avec les pratiques qui se font à cette époque-là. Alors, je vais vous mettre un extrait un peu long ici d'un de ces articles parce que pour moi, quand j'ai découvert ce passage-là, ça a été un gros choc dans mon parcours de chercheuse parce que pour celles et ceux qui connaissent mon travail, j'ai travaillé pendant presque 10 ans sur les techniques utilisées avec les psychédéliques en France. Et ces techniques-là, c'est les thérapies de choc. Donc, on n'informe pas les patients, on leur injecte des doses de LSD ou de mescaline, on les laisse tout seuls dans une pièce et on attend qu'ils aient une réaction très forte avec le psychédélique, et on considère que c'est ça qui va être thérapeutique. Et donc j'ai dû me confronter pendant des années et des années à des comptes rendus d'expériences où les patients sont extrêmement anxieux, où ils pleurent, où ils vomissent, où ils déchirent leurs draps, où ils supplient qu'on les réconforte. Et donc ça a été un travail qui a été très pesant pour moi psychologiquement. Et quand j'ai découvert cet extrait que je vais vous lire, ça a vraiment été une découverte assez incroyable de se dire à la même époque, il y avait d'autres personnes qui développaient d'autres techniques, d'autres manières de travailler. Donc, ce que Margot Kuttner faisait, c'est qu'elle demandait à ses patients, à l'issue de la séance, de d'écrire un compte rendu de la séance pour qu'elle puisse, elle, retravailler sur voilà comment le patient s'est senti et voilà comment moi je peux améliorer ma prise en charge. Donc à ce moment-là, le patient, il se sent pas très bien, il est un peu anxieux et il explique, avec un peu d'effort, j'ai tendu la main et vous l'avez prise et vous vous êtes assise sur le lit. Tout de suite, ça a changé. Vous avez l'air sympathique et je voulais rire. Soudain, j'ai voulu rire et dire n'importe quoi. Je me sentais plein d'énergie et je voulais vous emmener et courir sur le sable et dans la mer que je pouvais voir dans mon esprit. Aller sauter partout et passer un moment vraiment abandonné, le genre de choses que je n'ai jamais vécu avec mon père ou ma mère, car il y avait toujours ce problème. Soudain, je ne voulais plus avoir honte ou me sentir coupable d'être moi. Je voulais juste aimer être moi et me délecter d'être moi, sans que personne ne m'empêche d'être moi. Ça faisait du bien. Voilà, donc vous pouvez imaginer à quel point le changement est radical, à quel point il y a un fossé entre les pratiques qui se font à la même époque dans les hôpitaux français et ce que développe à ce moment-là Margot Kuttner. Alors, elle sait très bien que ce qu'elle propose là va être assez mal reçu par ses confrères et par ses collègues de travail, notamment parce qu'on va lui dire, mais qu'est-ce qui va se passer si le patient t'agresse pendant la thérapie? Alors, la question de l'agression du thérapeute sur le patient, par contre, n'est jamais évoqué. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est un impensé à cette époque-là. Mais donc, elle va traiter, elle va immédiatement dans l'article prendre les devants pour dire, bon, évidemment, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui se passerait si les patients agressaient les thérapeutes. Et ce qu'elle explique, c'est deux choses. C'est que les thérapeutes ont pour responsabilité de trier les patients avant la prise de LSD. Ça, c'est complètement nouveau aussi. Ce qu'elle va dire, c'est que tous les patients ne peuvent pas bénéficier de l'expérience psychédélique. Et donc, il faut sélectionner celles et ceux qui vont pouvoir comprendre à quoi va servir cette expérience et quelles sont les règles. Et donc, la deuxième chose, c'est non seulement le thérapeute doit sélectionner les patients, mais ensuite, il doit correctement expliquer euh, quelles sont les règles qui sont posées. Vous pouvez toucher ici, mais pas là. Vous pouvez toucher comme ci, mais pas comme ça. Et ce qu'elle explique, c'est que si on a correctement informé les patients, ils dépassent jamais les bornes. Alors, ces propositions, comme vous pouvez le voir sur l'image, malheureusement, elles ont ensuite été prises comme une autorisation par un certain nombre de thérapeutes, notamment masculins, une autorisation pour avoir des pratiques beaucoup plus problématiques que ce que proposait Kuttner ici, cette image qui est dans un documentaire que vous pouvez voir sur YouTube si vous le souhaitez.
Alors Margot Kuttner, malheureusement, à la fin des années 50, elle va totalement disparaître. Je ne sais pas très bien pourquoi. Elle, en tout cas, elle change de métier. Elle va devenir sage-femme en Écosse. Alors là, vous avez sa carte d'étudiante sage-femme. Ça, je l'ai retrouvée, mais c'est tout. Elle a l'air d'avoir été une femme qui bougeait beaucoup, qui restait pas fixée dans un endroit. Elle a été d'abord philosophe, puis ensuite elle a été psychanalyste, et puis ensuite sage-femme. Peut-être aussi que son expérience avec le LSD, ces questions de régression, les patients qui témoignaient de revivre leur naissance, peut-être que ça lui a donné envie de devenir sage-femme aussi. Peut-être que dans le contexte des années 50, elle a simplement dû suivre son mari qui était muté quelque part, et donc elle a dû changer de travail. En tout cas, le fait qu'elle change comme ça de travail, ça a accentué son invisibilisation dans le milieu des psychédéliques. Et Ronald Sandison, donc son chef de service, euh, ne l'a jamais cité. Pendant la période des années 50 aux années 60, il ne cite absolument jamais son travail, donc il participe à cette invisibilisation. Je pense que c'est dû en partie parce que dans son article, Kuttner critique sa méthode en disant c'est les psychiatres qui doivent toucher, et Ronald Sandison, pour lui, c'était les infirmières qui devaient avoir ce contact physique, et Kuttner, nommément, elle dit, je m'oppose aux techniques de Ronald Sandison, et je pense que les psychiatres devraient toucher. Donc je pense qu'il y a eu des tensions peut-être dans le service qui expliquent que Ronald Sandison ne la cite pas. En tout cas, il revient là-dessus dans les années 2000, et il va avouer finalement qu'elle a écrit l'un des meilleurs articles sur le LSD. Et effectivement, hein, encore aujourd'hui, pour les personnes qui l'ont lu, l'article de Margot Kuttner est vraiment considéré comme un des meilleurs articles encore aujourd'hui. Alors on passe à Joyce Martin. Donc Joyce Martin qui est psychiatre et psychanalyste. Elle travaille à Londres, à la fois dans le Marlborough Hospital, et puis elle a une pratique privée aussi dans laquelle elle administre le LSD. Elle aurait eu pendant 15 ans entre 1000 et 3000 patients. En l'état actuel des sources, je suis incapable de pouvoir dire exactement combien de patients elle a pris en charge. Et avec une partie de ces patients, une toute petite partie, pas tous évidemment, ceux qui ont manqué d'amour, de soins des plus basiques pendant leur petite enfance, avec ces patients-là, elle va développer une technique qu'elle appelle la thérapie fusionnelle. L'idée, ça va être de donner d'assez fortes doses de LSD à ces patients, et puis ensuite, pendant une ou deux séances, de se coucher pendant une heure et demie avec eux dans un lit, en les prenant dans ses bras, en les berçant, voilà, en leur faisant vivre ce qu'elle appelle une expérience d'amour maternel inconditionnel. Donc elle veut vraiment leur faire vivre cette expérience-là dans le but que ce soit thérapeutique. Vous voyez que dans la citation que je vous ai mise ici, elle parle d'amour. La notion d'amour est très présente dans le travail de Joyce Martin, c'est assez intéressant. Elle leur donne aussi du lait chaud. Enfin, vraiment, il y a vraiment un imaginaire très, très maternel qu'elle met en place. Ce qui est très intéressant avec la technique de Martine, qu'elle développe aussi avec son assistante Pauline McCririck, c'est que ce contact physique très intense, elle ne le met pas en place tout de suite. C'est vraiment un processus qui est très lent et qui est très progressif. Et même si la notion de consentement, elle n'existe absolument pas à cette époque-là, le consentement, c'est un concept contemporain hein, qu'on a, nous, mais qui n'existe pas dans ces années-là, on voit quand même dans son travail que cette question-là, elle émerge. Donc en réalité, sa technique, Joyce Martin, elle s'inscrit dans les thérapies psycholytiques, donc de faibles doses augmentées progressivement. Et c'est pareil pour la question du toucher. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est que pour les premières séances, elle pose simplement sa main sur le lit pour que le patient puisse voir que si jamais il a envie, il peut prendre la main s'il le souhaite. Ensuite, progressivement, séance après séance, elle va s'approcher un peu plus, peut-être s'asseoir sur le lit, puis ensuite s'allonger à côté, se rapprocher pour finalement atteindre ce stage où pendant une ou deux séances, elle va prendre les patients dans ses bras. Et une fois que cette expérience-là est vécue, dans les séances qui suivent, ce contact-là, il n'existe plus et on passe à d'autres parties de la psychothérapie. Donc c'est très intéressant de voir aussi le temps qui est pris pour que les patients, petit à petit, acceptent ce contact physique très intense et que ce soit bénéfique et pas du tout dans quelque chose d'il faut aller très vite et il faut entrer en contact tout de suite, que quelque chose qui peut être vécu comme très violent, évidemment, encore plus sous psychédélique. Le rôle des thérapeutes, que ce soit pour Kuttner ou
pour Martine et Pauline McCririck, c'est pas un rôle qui est genré. C'est-à-dire que pour elle, le thérapeute ou la thérapeute doit jouer le rôle de la mère. Alors, il n'est pas question du père, hein, on est encore toujours dans les années 50. Ce rôle-là de maternage, c'est le rôle de la mère, c'est pas du tout le rôle du père. Et donc, pour elle, que ce soit un homme ou une femme, le thérapeute, cette personne doit jouer le rôle de la mère. Et si le thérapeute le fait suffisamment bien, les patients vont l'identifier eux aussi comme la mère. Alors Joyce Martin, elle a vraiment une reconnaissance internationale. C'est elle qui déjà avait formé Ronald Sandison à la psychothérapie avant qu'ils utilisent tous deux le LSD dans les années 1940. Donc c'est déjà une thérapeute très reconnue. Et ensuite, elle va vraiment recevoir plein de thérapeutes du monde entier qui vont venir se former avec elle, notamment Stanislas Grof, qui dans les années 60 vient se placer en tant que patient. Donc il va vraiment suivre l'ensemble du processus thérapeutique pour apprendre la méthode de Pauline et de Joyce Martin. Et Stanislas Grof, il va toute sa vie, alors il n'est pas mort, hein, mais il va continuellement continuer à citer Martine. C'est vraiment lui qui se charge de sa mémoire. Année après année, il va présenter son travail et montrer à quel point ça a été crucial pour lui dans son évolution, dans sa compréhension des effets des psychédéliques. Je vous ai mis un autre exemple, celui de Ruth Fox, qui est une thérapeute qui travaille un petit peu avec le LSD, mais finalement qui explique que dans le reste de sa pratique aussi, les techniques de Joyce Martin, ça lui permet d'être plus à l'aise avec le contact physique et que ça lui permet de voilà, faire une tape sur le dos, passer un bras autour des épaules, et que c'est quelque chose qui aide beaucoup les patients, que ce soit avec psychédélique ou non. Alors on passe à Louisa. Alors j'ai oublié de vous dire, pour Joyce Martin, elle meurt malheureusement en 1969, donc à un moment où les psychédéliques sont de plus en plus critiqués, où ça devient de plus en plus difficile aussi en Angleterre d'utiliser ces produits. C'est toujours autorisé, hein, c'est pas comme aux États-Unis, mais quand même elle est de plus en plus limitée. Donc en 1969, elle fait des démarches pour pouvoir continuer ses thérapies à Malte. Et donc, elle a l'autorisation du gouvernement maltais pour créer un centre là-bas. Elle avait contacté des médecins, notamment américains, pour venir la rejoindre à Malte. Et puis finalement, elle meurt très brusquement d'un cancer. Et donc, ce projet-là, évidemment, n'aura jamais lieu. Et le fait qu'elle meure aussi brutalement fait aussi qu'elle disparaît assez rapidement. Ensuite, lié aussi au fait que pile à ce moment-là, les psychédéliques deviennent complètement tabous dans les milieux scientifiques. Alors, Luisa Gambier de Alvarez de Toledo, c'est une psychanalyste argentine. Elle aussi est vraiment très connue avant même de commencer à travailler sur les psychédéliques, puisque c'est la première femme à être présidente de l'APA, donc l'Association psychanalytique en Argentine. Elle est connue même en France. Dans les années 40, on trouve des articles qui parlent d'elle dans les milieux psychanalytiques français. Donc c'est vraiment une grande figure internationale. Et dès qu'elle devient présidente de l'APA, en 1956, elle va mettre en place des thérapies avec du LSD, avec de la mescaline. C'est l'une des premières à vraiment publier sur l'importance de faire des séances de groupe. Et c'est aussi une des premières aussi à dire qu'il faut 2 thérapeutes présents. Alors elle, c'est 2 thérapeutes pour bénéficier au groupe, puisque si jamais il y a une personne qui a besoin d'aide dans le groupe, il y a un des thérapeutes qui va pouvoir s'occuper de cette personne-là tout en continuant, et l'autre thérapeute pourra continuer à s'occuper du reste du groupe. Elle va présenter des résultats sur plusieurs centaines de patients à la fin des années 50, donc elle est vraiment très intéressée par les psychédéliques. Elle continue à travailler avec la mescaline, là où la plupart des autres thérapeutes sont complètement passés au LSD. Et puis, c'est aussi une des premières à dire qu'il faut utiliser la musique. Et elle, un truc intéressant, c'est qu'elle donne de la nourriture, elle donne de l'eau à ses patients, et elle le fait comme un acte de douceur, d'empathie, pour que les patients sous LSD aient plus confiance en elle, se sentent plus à l'aise, parce qu'elle a ce rôle voilà, de nourricière, qu'on retrouve hein, toujours cet imaginaire très maternel, très maternant qu'il y a dans les années 50. Et très intéressant, Luisa Gambier de Alvarez de Toledo, c'est l'une des premières aussi à aller dans la jungle amazonienne pour prendre de l'ayahuasca, à une époque où l'ayahuasca, c'est vraiment pas du tout une substance qui intéresse les scientifiques occidentaux. Elle va aller là-bas dans une démarche à la fois anthropologique, donc pour documenter les usages des curanderos, mais aussi pour se former elle-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de
tout à fait spécifique à elle. À cette époque-là, les populations indigènes en Amazonie sont considérées comme totalement inférieures, et donc les médecins n'ont absolument pas l'idée d'aller se former auprès de ces curanderos-là. Elle, qui est une des grandes figures de la psychanalyse au niveau international, elle va aller se mettre au même niveau que ces curanderos-là et leur demander d'échanger et de pouvoir apprendre de ces techniques. Donc, elle va prendre de l'ayahuasca avec deux curanderos différents pour voir les différentes méthodes qui peuvent être utilisées. C'est un article qui est hyper intéressant, voilà, qui montre à la fois comment ça pouvait se passer dans les années 50 et puis aussi vraiment une réflexion sur la méthode, euh, notamment de groupe, hein, puisqu'elle va avoir des séances elle participe à des séances qui se font en groupe aussi avec les courants d'Eros. Et malheureusement, ce qu'elle explique aussi, c'est que la barrière de la langue fait qu'elle n'a pas pu comprendre toutes les nuances, voilà, toutes les différentes techniques et toutes les réflexions que peuvent avoir ces thérapeutes-là dans leur prise en charge centenaire, une tradition centenaire de l'ayahuasca. Alors ça se termine assez mal pour Luisa Gambien de Alvarez de Toledo parce que au tournant des années 1960, il commence à y avoir un changement, un basculement dans les milieux psychanalytiques parce que de plus en plus la psychiatrie utilise des médicaments. C'est l'émergence de la pharmacologie, la psychopharmacologie qui n'existait pas dans les années 40 et au début des années 50. Donc de plus en plus la psychiatrie utilise des médicaments pour soulager les symptômes des patients et pour se distinguer de la psychiatrie, une partie des psychanalystes vont refuser l'usage de toute substance, et donc aussi des psychédéliques. Et donc en Argentine, ça va être très très fort cette rupture-là, et elle va être obligée de démissionner, elle va être obligée de quitter son poste de présidente de l'APA, et ensuite elle disparaît complètement. Ça a certainement dû être voilà, un choc très important pour elle. Elle publie plus, visiblement, elle prend plus de patients. Elle va mourir dans les années 90, donc voilà, elle est toujours là quelque part, mais elle ne travaille plus du tout avec les psychédéliques et elle pratique certainement plus non plus. Alors on passe maintenant à la dernière, donc Betty Eisner, qui est la plus connue aujourd'hui, en partie parce qu'elle a vécu le plus longtemps, donc elle a pu faire perdurer son travail, et puis aussi parce que c'est l'une des thérapeutes avec Timothy Leary, des plus controversées, une des personnes qui a fait le plus de techniques problématique avec l'usage des psychédéliques. Je ne vais pas trop en parler ici. Si tu veux, on pourra en parler pendant les questions. Je voulais pas que ça prenne trop trop longtemps et j'avais surtout envie de présenter le travail de ces femmes-là. Donc Betty Eisner, en 1955, elle est en doctorat, elle fait un doctorat de psychologie et elle voit une annonce dans sa fac qui est faite par Sidney Cohen, qui est un très grand psychiatre américain, qui se propose de faire une étude sur un nouveau psychotrope. Et elle, Betty Eisner, elle se dit, ça c'est le LSD et moi j'ai vraiment envie de travailler avec ça, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est cette substance. Donc elle va voir Sidney Cohen et elle lui dit, voilà, je suis en train de terminer mon doctorat, donc j'aurai pas le temps de faire l'étude avec toi. Par contre, je voudrais être la première cobaye. Je voudrais que tu me prennes avec toi et expérimenter ça. Donc, c'est ce qui va se passer. Elle va prendre du LSD deux fois. Les, voilà, les deux premières fois, en fait, se passent extrêmement mal. La première fois, on lui fait passer une batterie de tests, on lui pose plein de questions. Donc, elle est sans arrêt dérangée, en fait, dans son expérience. Elle ne peut pas se laisser aller aux effets du LSD. Donc, elle sort de là hyper frustrée. Et du coup, elle dit à l'équipe, OK, bon, la prochaine fois, laissez-moi toute seule, je veux faire mon expérience, je veux voir ce que c'est que cette substance-là, donc laissez-moi dans le bureau tranquille. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure de l'expérience, elle devient de plus en plus anxieuse, elle est toute seule dans sa pièce d'hôpital, là, et ça va pas du tout, au point qu'au bout d'un moment, elle se dit, là, il faut que j'appelle Sidney Cohen, parce que j'ai l'impression que je vais faire une connerie, je pense que je vais me suicider, je vais vraiment pas bien du tout, il faut qu'on vienne m'aider. Elle essaye d'appeler, et sauf que le téléphone dans le bureau de Sidney Cohen ne marche pas. Donc, elle est obligée de sortir de l'hôpital, d'aller dans la rue pour aller trouver une cabine téléphonique. Donc, vous imaginez quand vous êtes déjà un peu en batterie, d'aller chercher le téléphone dans une cabine téléphonique. Elle arrive à appeler Sidney Cohen, sauf que Sidney Cohen, lui aussi, il a auto-expérimenté le LSD, mais il a eu que des expériences positives. Donc, il se rend pas du tout compte de ce qu'elle est en train de traverser, et il lui dit en gros, bon, bah, ça va, rentre chez toi, ça va bien se passer. Et elle est vraiment atterrée et elle se promet qu'elle fera jamais vivre ça à ses patients. Et du coup, ça va être celle qui va développer le
plus de techniques, hommes ou femmes confondus, le plus de techniques voilà, pour améliorer les séances avec psychédéliques. Donc, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va utiliser des faibles doses. Donc, elle est aussi en rupture avec ses collègues américains qui, eux, sont dans le modèle psychédélique à forte dose. Elle va dire non, 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 non. On va utiliser d'abord les faibles doses pour que les patients ils puissent apprendre progressivement, découvrir les effets des psychédéliques. Et puis ensuite, on les augmentera tout doucement. Elle est l'une des premières à dire c'est pas possible de faire ces séances dans des pièces d'hôpital, c'est pas du tout un lieu confortable, c'est pas du tout un lieu qui est adapté pour ces séances-là. Ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai pu entendre, elle a enregistré ses premières séances de psychothérapeute avec le LSD, elle les a enregistrées, c'est disponible dans les archives de Stanford. Donc j'ai pu entendre ces enregistrements-là qui se font donc à l'hôpital. Et effectivement, en fait, on entend les gens qui parlent dans le couloir, on entend le chariot qui amène des plats. Et donc, effectivement, ça dérange, en fait. Rien que, sans parler de la décoration et du fait que ce soit pas confortable, mais le fait que ce soit dans un hôpital fait que c'est pas du tout pratique. Donc, elle est l'une des premières à dire il faut qu'on sorte des hôpitaux. Et elle propose plein de méthodes. Alors, je vous ai mis ici, elle propose par exemple, elle amène de l'argile aux patients pour qu'ils puissent faire des formes, qu'ils puissent aussi les casser s'ils ont envie. Donc ça aussi, elle est très attentive aux besoins parfois de violence ou de décharger sa colère ou son agression. Donc elle amène des cartons vides pour que les patients puissent taper dedans ou les déchirer. Elle leur propose de dessiner. Voilà, elle va vraiment avoir une très très grande variété d'idées pour améliorer les séances. C'est une des premières à parler de la musique. C'est celle qui va dire il faut jamais laisser les patients seuls. Jusque-là, même Kuttner, même Martin laissaient les patients parfois seuls pendant 1 heure ou 2 et venaient juste les voir de temps en temps. Betty Eisner, elle dit non, non, il faut être là présente tout le temps et il faut 2 thérapeutes, un homme et une femme. Donc voilà, c'est vraiment elle qui propose toutes ces techniques-là. Elle est aussi dans tous les milieux psychédéliques californiens de cette époque, avec toutes les grandes stars, hein. Elle est très amie avec Aldous Huxley, avec Timothy Leary, avec Anaïs Nin aussi. Elle connaît voilà toutes les grandes figures. Ils font des soirées tout le temps, et c'est pas forcément juste des soirées festives ou avec LSD. C'est vraiment une réflexion très intense sur ce que c'est que les psychédéliques, ce que c'est que les effets, et c'est ça qui va faire un bouillonnement intellectuel à la fin des années 50, au début des années 60 sur ces substances-là. Et elle reste amie avec Timothy Leary jusqu'à la fin, hein. Elle va le voir quand il meurt de son cancer à l'hôpital. Elle est toujours présente, elle est toujours là avec lui. Et elle échange avec Anaïs Nin aussi jusqu'à la mort d'Anaïs Nin. Alors, elle est immédiatement aussi très reconnue, Betty Eisner, dès 1957. Donc, ça fait que 2 ans qu'elle travaille avec le LSD. Humphrey Osmond, qui est le psychiatre qui a inventé le mot psychédélique, dit que son approche est bien plus sophistiquée que les autres hommes dans ce domaine-là. Elle va visiter plusieurs fois les différents centres en Europe. Alors, elle vient jamais en France, puisqu'en France, on fait n'importe quoi. Donc, elle n'a pas du tout envie de venir en France, mais elle va en Italie, elle va en Suisse, elle va en Allemagne, elle va en Angleterre. Et à Powys, elle s'y rend plusieurs fois et au début des années 60, le directeur de Powys, donc le docteur Spencer, lui offre un poste peut-être pour remplacer Margot Kuttner. Et malheureusement, elle peut pas. Elle peut pas parce que déjà tous ces voyages-là, c'est compliqué pour elle. Elle a 2 enfants en bas âge. Son mari ne fout rien à la maison. Donc c'est déjà très difficile pour elle. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à pouvoir travailler, à pouvoir voyager pour présenter ses recherches et déménager en Angleterre, faire venir son mari, lui faire changer de travail, etc. Ça n'est pas possible. Donc là, c'est un exemple que je vous donne, mais en fait, tout au long de sa carrière, le fait qu'elle soit une femme, ça lui met des bâtons dans les roues en permanence. Alors, ces femmes, elles ont donc amené dans la thérapie psychédélique une partie de l'influence qu'elles ont reçue pendant leur éducation. Donc, c'est des femmes qui ont grandi dans les années 10, dans les années 20, et de toute façon, dans les années 50, on éduque toujours les femmes de cette manière-là, c'est-à-dire comme celles qui doivent prendre soin à la fois de leurs enfants, de leur mari, mais en fait, finalement, de la société dans son ensemble, hein. C'est la mère nourricière, c'est la mère qui est douce et qui permet à la société de tenir ensemble, de faire communauté. Donc, elles se servent de cette éducation-là pour amener un nouveau regard sur les patients, quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le care, donc prendre soin. C'est quelque chose qu'on voit dans le champ des psychédéliques, mais c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les disciplines médicales des années 50, avec progressivement une féminisation qui apporte
une nouvelle manière de traiter les patients. Je vous ai mis ici Cicely Saunders parce que c'est donc une infirmière anglaise qui ensuite est devenue médecin parce qu'en tant qu'infirmière, on l'écoutait pas quand elle proposait des nouvelles techniques. Donc elle a dit, eh ben, je vais refaire des études et je vais devenir médecin, comme ça vous allez être forcés de m'écouter. Et Cicely Saunders, c'est la pionnière des soins palliatifs au niveau mondial. Donc là aussi, une nouvelle manière de prendre en charge les patients. D'ailleurs, Cicely Saunders a été très intéressée par les recherches sur le LSD, mais comme elle était en train de réhabiliter l'usage de la morphine, ce qu'elle expliquait, c'est que c'était déjà tellement stigmatisant, tellement difficile de réhabiliter la morphine que les psychédéliques, c'était même pas la peine d'y penser. C'est intéressant aussi de voir ces liens qu'il y a entre soins palliatifs et psychédéliques à cette époque-là. Alors, le fait qu'elles soient des femmes, c'est pas naturel, c'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles ont une prise en charge qui est différente. C'est parce qu'elles ont reçu culturellement, socialement une éducation qui est différente de celle de leurs collègues masculins. Et donc, le fait qu'elles soient des femmes, ça veut pas dire qu'elles remettent en cause le système patriarcal et elles n'accentuent pas les comportements genrés, qu'elles n'essayent pas de chercher des comportements genrés en tant que thérapeutique chez leurs patients. Donc, je vous donne un exemple ici avec Joyce Martin. On a ici l'exemple d'une femme qui a eu des traumatismes sexuels dans l'enfance. Et ce que dit Joyce Martin, c'est que sous LSD, elle a eu une meilleure compréhension d'elle-même et elle s'est vue comme ayant rejeté son rôle féminin. Donc, pour Joyce Martin, l'acte thérapeutique, c'est que la femme reprenne ce rôle féminin. Deuxième exemple, une femme de 30 ans qui est alcoolique et qui a fait des tentatives de suicide, dont le mari a essayé de l'étrangler. Il a aussi été euh, unfaithful. Il l'a trompée pendant qu'elle était en prison. Et ben Joyce Martin dit que cette femme a une immaturité émotionnelle et que sous LSD, grâce à la guidance de la psychanalyste, elle a pu réduire ses protestations masculines, donc le fait que la femme se révolte contre cette situation. Pour Joyce Martin, c'est un problème, c'est des protestations masculines, et elle a pu accepter la situation domestique. Donc, ce que dit Joyce Martin là, c'est il faut que vous retourniez auprès de ce mari qui est violent contre vous, qui a essayé de vous tuer, et c'est comme ça que vous deviendrez désormais mature émotionnellement. Donc, on voit à quel point le fait d'être une femme, évidemment, ça ne fait pas changer tout à coup les représentations extrêmement misogynes, extrêmement patriarcales. On le voit dans d'autres disciplines, on le voit encore aujourd'hui. La gynécologie, par exemple, bah, c'est une discipline qui est majoritairement féminine. Et ben, c'est pas pour ça qu'on n'a pas toutes les semaines des scandales de violence gynécologique et obstétricale. La gynécologie, c'est une des disciplines les plus violentes à l'égard du corps des femmes. Et pourtant, c'est des femmes qui la pratiquent. Donc voilà, évidemment, on n'essentialise pas du tout le fait que ce soit des femmes. Alors, ces problématiques genrées, eh ben, c'est pas seulement évidemment dans les psychédéliques à cette époque-là. Et donc, je vous ai mis ici un exemple qui est celui des lobotomies. Donc, les lobotomies commencent dans les années 30, elles vont se terminer dans les années 80 en France. Et il y a une étude française qui a été faite là récemment qui montre que dans cette période-là, 84% des lobotomies en France ont été faites sur des femmes. Je vous ai mis un exemple ici d'un travail américain qui présente cette technique. On voit une femme avant lobotomie et après lobotomie. Et la légende qui nous dit, dans certains cas, le mieux que l'on puisse faire pour la famille, c'est de lui rendre la patiente dans un état inoffensif, un véritable animal domestique. Je vous laisse apprécier. Cette situation, elle est aussi très vraie pour les nouveaux psychotropes qui sont développés, donc toute cette psychopharmacologie qui se développe dans les années 50 avec les neuroleptiques, les anxiolytiques, les antidépresseurs. Ça, c'est des vraies publicités qui sont donc à destination des médecins qui présentent ces nouveaux médicaments en disant maintenant, regardez, elle peut faire le petit déjeuner à nouveau et vous ne pouvez pas la libérer, mais par contre, vous pouvez faire en sorte qu'elle soit moins anxieuse. Alors, toutes ces questions-là sur la prise en charge très genrée et l'impact que ça a pu avoir, notamment en France, où on a pris en charge principalement des femmes dans les services où on administrait du LSD. Donc, la manière dont le fait qu'on s'occupe de femmes et qu'on leur donne des psychédéliques a fait que en France, on est resté dans ces concepts des thérapies de choc. Pour moi, je pense que c'est lié. Et donc, j'explique dans un chapitre qui est accessible en libre accès, hein, c'est en anglais évidemment, mais c'est en libre accès sur Internet si ça vous intéresse dans ce livre-là, donc si vous voulez développer. Et
pour finir, donc, toutes ces techniques que ces femmes proposent, et puis elles ne sont pas les seules, hein, il y a d'autres femmes, il y a d'autres hommes aussi qui sont d'accord pour dire que il faut effectivement changer la prise en charge des patients sous psychédéliques. En fait, ce qui explique ici Edmond Duménil-Dubuisson, qui est un psychologue français, c'est que oui, oui, ça a l'air très très bien, hein, ces nouvelles méthodes. Mais c'est pas possible de les mettre en place en fait dans le contexte hospitalier de l'époque où vous voyez le, l'encombrement des services, comment, dans ces conditions, avoir une pièce séparée avec un patient toute la journée qui va être avec deux thérapeutes. Évidemment, ça n'est pas possible dans ces conditions. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça n'est pas possible dans les années 60, et ça n'est toujours pas possible aujourd'hui. Donc on voit que on est en fait toujours dans ce système médical qui empêche de mettre en place ce type de techniques qui sont plus empathiques, plus bienveillantes à l'égard des patients. Et puis, il y a aussi des résistances, évidemment, genrées, avec toute une partie des thérapeutes psychédéliques qui refusent totalement de changer leur méthode. Ici, vous avez une photo qui est prise donc au Marlborough Hospital, l'hôpital où travaille Joyce Martin, qui montre une thérapie sous LSD. Et vous voyez que le psychiatre, l'homme, est debout dans une position verticale au pied du patient, dans une position aussi de retenue, et l'infirmière, en tant que femme, qui est assise beaucoup plus au niveau du patient, toute prête à lui poser la main sur le front. Donc vous voyez qu'il y a vraiment la mise en image de cette attitude très différentielle entre le psychiatre masculin qui doit être froid, dans une attitude de retenue, et l'infirmière qui est beaucoup plus maternante. C'est aussi ce qu'on voit dans cet extrait de Hans-Karl Lehner, qui est le psychiatre le plus connu en Allemagne, qui a continué à utiliser le LSD jusque dans les années 80 de manière légale. Donc Hans-Karl Lehner, qui dans les années 60, à la fin des années 60, dit une attitude maternante est totalement en accord avec la personnalité d'une lady comme le docteur Martin, alors que les psychiatres, les thérapeutes masculins voient l'importance de souffrir à nouveau et de revivre des situations de régression frustrantes. Donc il y a une opposition, hein. Tous les thérapeutes qui utilisent les psychédéliques dans les années 50-60 ne prennent pas les propositions de Betty Eisner, de Joyce Martin ou de Margot Kuttner. Aujourd'hui, plein de leurs techniques ont été totalement adoptées, hein. Vous pouvez le voir ici sur ces quelques images. On n'est plus du tout dans une chambre d'hôpital froide, blanche, pas décorée. Vous voyez l'attitude des thérapeutes qui sont assis sur le sol, qui prennent la main, qui sont souriants, qui sont vraiment encourageants. Il y a un homme et une femme. C'est très critiqué. Enfin, il y a beaucoup de critiques sur ce sujet-là aujourd'hui, mais vous voyez que ça, c'est vraiment les techniques de Betty Eisner. Voilà, ces techniques-là, elles ont été adoptées. Pourtant, on ne cite jamais ces femmes dans les articles scientifiques. Donc ça, c'est la première chose. Et le contact, le toucher, c'est vraiment le symbole aujourd'hui des thérapies psychédéliques. Faites le test, tapez thérapie psychédélique dans Google. L'image du thérapeute qui tient la main, c'est vraiment le symbole de la manière dont les psychédéliques seraient en train de révolutionner la pratique de la médecine. On le voit dès la 3e minute dans le documentaire de How to Change Your Mind. Le problème, c'est que ces techniques du toucher, elles ont finalement jamais été étudiées. On les a adoptées comme étant naturelles et on n'a jamais cherché à savoir comment est-ce qu'on touche vraiment, quel impact ça peut avoir sur les patients, comment est-ce qu'on obtient le consentement éclairé des patients pour ce toucher-là, en amont de la séance, mais peut-être aussi au fur et à mesure de la séance avec psychédélique, s'il y a besoin, si on a dit non, on ne touche pas, mais que finalement, pendant la séance, le patient dit là vraiment, j'ai besoin que vous me preniez dans les bras, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et bien tout ça, ça n'a pas été étudié. Et donc le problème, c'est que ça conduit à des abus, à des agressions sexuelles dans les thérapies underground, mais aussi dans les thérapies, dans les essais cliniques. Donc c'est quelque chose auquel le milieu des psychédéliques se confronte de plus en plus dans une époque post-MeToo dans laquelle ces questions-là émergent de plus en plus, sont de plus en plus étudiées et dénoncées, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui est très important pour le milieu des psychédéliques, mais qui est euh, là encore pas un problème spécifique à ce milieu-là. En fait, le, les rapports sexuels entre thérapeutes et patients dans le milieu psy, c'est quelque chose
de relativement commun. Vous voyez qu'il y a une étude de 2009 qui montre qu'il y a entre 3 et 9% des, euh, des thérapeutes américains dans une étude qui témoignent eux-mêmes, c'est-à-dire que volontairement, ils disent qu'ils ont eu des rapports sexuels avec des patients, donc on peut imaginer quel est le chiffre réel. Et puis, c'est vrai dans les milieux psy, mais c'est aussi vrai dans les milieux, dans le milieu médical en général, avec une étude ici qui montrait que 100% des personnes qui avaient été accusées sont des hommes, plutôt des hommes des anciennes générations. Donc, on peut espérer que ce soit un processus qui soit en train de se modifier, avec qui prennent en charge des patientes quand elles sont seules. Donc voilà, c'est quelque chose qui est connu dans tous les milieux thérapeutique, mais on le voit beaucoup émerger dans les milieux psychédéliques, pas parce qu'il y en a plus, mais parce que le milieu psychédélique, lui, contrairement aux autres, s'y confronte et essaye d'y trouver une solution. C'est ça aussi qui est très intéressant. Et puis finalement, ce que je dis là sur ces questions du toucher et il faut faire attention, il faut qu'on réétudie vraiment ce que c'est que le toucher et qu'on s'intéresse au consentement, ça ne veut pas du tout dire il faut pas toucher. Historiquement, on le voit vraiment, hein. On voit que les patients demandent à être touchés et que quand c'est le cas, en général, c'est thérapeutique. La séance se passe beaucoup mieux. On a pu le voir avec l'extrait, par exemple, de Margot Kuttner. Donc ça doit être étudié, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas toucher du tout. Et je termine en vous recommandant le travail de deux travailleuses du sexe qui sont Britta Love et Annie Sprinkle, qui travaillent avec les psychédéliques. Et je pense que c'est des recherches qui sont hyper intéressantes et qui vont nourrir dans les prochaines décennies, en tout cas je l'espère, ces réflexions autour du toucher avec la chercheuse anglaise Alex Dimock. On vient d'écrire récemment là, un article sur ce sujet-là pour encourager dans les recherches d'avoir plus de diversité dans les panels qui étudient les liens entre sexe et psychédélique, de s'intéresser plus aux besoins des patients et d'intégrer éventuellement les travaux, notamment de ces femmes-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin. Voilà. Alors, c'était évidemment passionnant, mais tu es une femme passionnante, ça, ce n'est Oh, pas c'est gentil. une découverte. Effectivement, hein, le toucher, je pense que c'est quelque chose d'important, mais c'est très touchy, c'est le cas de le dire. Et c'est un des sens qui apparaît le premier, hein, donc in utero, et c'est celui qu'on ne perd jamais, hein. Donc même quand on a perdu tous les autres sens, ben, le toucher, donc c'est vraiment quelque chose d'hyper archaïque. Et toi, comment tu te positionnes par rapport à ça, puisque tu réfléchis beaucoup sur cette histoire de consentement? Et effectivement, euh, c'est tellement archaïque que quand une personne met la main sur toi, sur ton avant-bras, par exemple, si on demande à la personne de traduire en mots ce qu'elle a éprouvé, elle va dire, ben, j'ai senti une présence. Hein, ça veut dire, je suis là de la part du thérapeute, mais c'est bien aussi comme ça que le ressent le patient, avec évidemment toutes les précautions qu'on doit prendre. Qu'est-ce que tu Euh, as envie de dire, toi, par rapport à toutes tes réflexions sur le consentement? alors moi, je travaille pas tant sur... en fait, moi, je travaille en histoire. Et donc, en histoire, il n'y a pas cette notion de consentement. Donc, c'est pas quelque chose que je travaille tant, moi, concrètement, notamment pour aujourd'hui. C'est plutôt quelque chose que j'essaye de chercher dans les travaux des femmes des années 50 pour voir justement comment elles pensent ce rapport au toucher. Est-ce qu'elles demandent la permission? Si oui, comment est-ce qu'elles le mettent en place? Et ce que j'essaye de faire, c'est de donner des guidelines pour les thérapeutes aujourd'hui en disant voilà, en fait, ça, ce que vous faites là aujourd'hui, ça a déjà été fait dans les années 50 et on n'est pas obligé de repartir de zéro, on peut se baser sur ces travaux-là. C'est quelque chose qui est quand même vraiment c'est des réflexions qui sont très récentes dans le milieu psy en général et dans le milieu psychédélique en particulier. Donc là, moi, j'essaye d'organiser dans les prochains mois, prochaines années, un workshop spécifique sur la question du toucher qui ramènera ensemble plein de thérapeutes, des thérapeutes underground aussi, parce que c'est très important d'avoir leur point de vue sur ces sujets-là, parce que finalement, les thérapeutes underground, non seulement ont maintenu les savoirs sur les psychédéliques, mais ont développé toutes les techniques que je vous ai présentées ici. C'est grâce à eux que ces connaissances et ces méthodes, elles ont pu se diffuser. Donc, ils ont des connaissances qui sont très importantes et qui pourraient servir aux thérapeutes dits officiels. Et puis, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que bien souvent, ce sont ces thérapeutes underground qui ont formé les thérapeutes officiels et donc qui ont transmis une partie de ces techniques qui peuvent être
très controversées hein, que peuvent avoir Joyce Martin notamment ou Betty Eisner avec des contacts qui aujourd'hui, dans nos représentations, par exemple, Joyce Martin, elle a des patients qui se masturbent devant elle. Betty Eisner, elle fait mettre les patients tout nus, elle se couche contre eux vraiment nus. Donc voilà, elles ont été très loin dans cette recherche de contact physique. Et ces techniques-là, elles ont été ensuite passées à l'underground, puis de l'underground au milieu thérapeutique officiel sans avoir jamais été vraiment questionnées. C'est intéressant de voir aussi ces liens-là. Donc j'espère dans les prochains mois pouvoir organiser ce workshop. Il y aura Britta Love aussi, donc, qui est travailleuse du sexe, qui est euh, thérapeute somatique aussi, donc elle est vraiment certifiée pour faire ce type de prise en charge. Donc voilà, pour faire dialoguer en fait des gens qui travaillent pas ensemble, qui se connaissent pas, mais qui pourraient vraiment bénéficier les uns des autres de cet apport du toucher. Mais finalement, moi, en tant qu'historienne, les questions de consentement, j'ai pas vraiment de réflexion de moi personnellement sur ces sujets-là. Parce que tu as soulevé quelque chose, hein, c'est effectivement que les dérives sexuelles, les agressions sexuelles dans le monde médical et psy, c'est surreprésenté, hein. Donc moi, je donne cours sur les violences sexuelles, donc je donne des chiffres et effectivement, on est malheureusement, nous, les psys et les médecins en général, en particulier d'ailleurs les gynécologues, on est surreprésenté dans les agresseurs sexuels au niveau des professions et donc les autres professions, c'est les professions où les personnes ont un pouvoir sur l'autre, hein. Donc, ça peut être des PDG, comme ça peut être le cafetier, comme voilà. Oui, cette question du pouvoir, elle est très centrale. Les dynamiques de pouvoir qu'il y a dans la psychothérapie, c'est très central. Et donc, avec des substances, alors qui ne sont pas des psychédéliques classiques, mais comme la MDMA qui était empactogène, entactogène, bah, ça crée aussi parfois des, des, des sortes d'appels de la part des patients, mais qui ne doivent pas être pris évidemment au pied de la lettre. Oui, et c'est ce qui est intéressant dans l'article qu'on a écrit avec Alex Dimock, c'est elle qui a apporté ça dans l'article. Elle disait, il faut aussi en fait peut-être laisser les patients vivre ce type de fantasme, de les laisser aller au bout de ça, mais en ayant une prise en charge qui soit protectrice à l'égard des patients. Et donc les thérapeutes ne doivent pas évidemment participer concrètement au fantasme des patients. D'ailleurs, c'est ce que ne font pas Joyce Martin ou Betty Eisner, elles mettent vraiment la limite. Elles disent, tu peux te masturber, mais par contre, moi, je n'aurai pas de rapport sexuel avec toi. Je te laisse faire, il n'y a aucun jugement vis-à-vis de ça. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et aussi le fait que aujourd'hui, on n'en parle pas de ces réactions sexuelles dans les articles scientifiques. C'est presque encore plus tabou que ça l'était visiblement dans les années 50, où dans les années 50, les médecins qui travaillaient avec le LSD sont totalement au courant qu'il y a ces réactions sexuelles qui peuvent émerger pendant les séances. Ils sont formés à ça, ils travaillent entre eux, ils en discutent dans les conférences internationales et du coup, ils peuvent aussi recevoir ce type de réaction beaucoup plus sereinement que les thérapeutes d'aujourd'hui, dans lesquels on ne parle jamais de ça, comme si c'était plus tabou, peut-être aussi parce que dans un processus qui est encore en cours de réhabilitation, de relégitimation de ces substances-là, rajouter le fait que pendant les séances, les patients pourraient avoir besoin de se masturber, ça paraît complètement... Non, on ne met pas ça dans les articles scientifiques aujourd'hui. Et puis il y a aussi peut-être moins quand même de réactions sexuelles chez les patients aujourd'hui qu'il pouvait y avoir dans les années 50, parce que dans les années 50, les tabous liés à la sexualité étaient beaucoup plus forts, donc peut-être les patients libéraient aussi plus de choses à ce sujet-là pendant les séances. Mais voilà, je trouve très intéressant cette réflexion qu'a eu Alex de dire peut-être qu'il faut laisser les patients se masturber ou vraiment aller très loin dans leur fantasme sexuel, mais le rôle des thérapeutes, c'est de dire aucun jugement, mais je participe pas à ça. Espèce thérapeute, quoi, voilà. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a créé un souci dans l'acceptation par la FDA de la MDMA pour le trouble de stress post-traumatique, puisque au mois d'août 2024, on s'attendait quand même à ce que ce soit accepté, enfin en tout cas on l'espérait, et puis ça a été la douche froide. Est-ce que c'est un des éléments qui a joué ou pas du tout?
Alors, moi, j'ai pas regardé les débats qu'il y a eu, donc de la journée, je crois qu'il y a 12 heures de vidéos des débats à la FDA. J'ai lu des comptes rendus, mais j'ai pas lu l'ensemble des débats. Effectivement, un des problèmes pour la FDA, c'est qu'ils doivent évaluer une psychothérapie en plus d'un médicament, alors que Oui, normalement, la FDA, oui, ils oui, évaluent c'est juste un. médicament. Alors que là, ils doivent évaluer aussi tout l'encadrement qui est proposé donc par MAPS. MAPS qui a euh, une tradition spécifique dans l'accompagnement des psychédéliques, qui est un peu du côté psychédélique, justement, donc avec une approche un petit peu mystique, et puis avec des techniques de toucher qui sont intégrées à leur méthode, mais qui apparaissent pas vraiment dans leur manuel, et qui sont simplement discutées du point de vue, très rapidement, hein, en une phrase ou deux, de la protection des patients. Donc on peut toucher, mais il faut faire voilà, il faut pas agresser. En gros, c'est un peu juste l'idée qu'il y a dans leur manuel. Donc, c'est très peu. Ça permet pas vraiment aux thérapeutes de se former sur ces questions-là. Et il y a eu une affaire d'agression sexuelle en 2018 par MAPS, dans une étude, un essai clinique de MAPS au Canada, avec une patiente qui s'appelle Megan Buisson. Ces séances, elles étaient filmées. Donc, pour celles et ceux qui voudraient voir et constater les pratiques qui pouvaient être faites à cette époque chez MAPS, bah, vous pouvez voir la vidéo en ligne, où on voit, donc il y a deux thérapeutes, un homme et une femme, c'est un couple qui a été formé par Betty Eisner, qui était très proche de Betty Eisner dans les années 50, donc c'est là aussi qu'on voit les transmissions qu'il y a pu avoir dans ce type de technique. Donc, c'est une patiente qui ne voulait pas être touchée, qui a vraiment eu des traumas sexuels très importants. Et donc, même dans son quotidien, le contact physique, c'est un problème pour elle. Les thérapeutes le savent, et pourtant, pendant la séance sous MDMA, elle est mal, à un moment, elle pleure, elle crie. Et il y a l'homme qui va venir la serrer très fort dans ses bras, et ensuite la coucher sur le côté et se poser en cuillère derrière elle, comme ça, serrée contre elle. C'est des images qui sont assez violentes à regarder. Et après ces séances-là, ils ont commencé une relation intime en dehors des séances avec LSD pendant plusieurs mois avec cette patiente-là. Donc cette affaire spécifique chez MAPS a été évidemment remise sur le tapis au moment des audiences avec la FDA en disant qu'est-ce que vous avez fait pour faire en sorte que ça se reproduise plus jamais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que MAPS a dit, bon, bah ça, on vire les thérapeutes. Et il n'y a pas vraiment eu de réflexion approfondie sur, OK, bon, comment ça a pu se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette prise en charge-là? Est-ce que ce type de toucher peut être thérapeutique? Comme je le dis, c'est possible que ce soit le cas, mais pour que ce soit le cas, il faut respecter à la fois les patients, et il faut surtout étudier un peu plus ce que c'est que le toucher sous psychédélique. Et donc pour la FDA, MAPS n'avait pas fait assez de travail sur cette réflexion-là. Donc ça a été un des aspects qui a conduit au fait qu'ils ont finalement pas validé. Mais ce qui a pesé aussi beaucoup, c'est le travail à la fois d'information et de désinformation d'un groupe qui s'appelle Psymposia, qui est notamment dans lequel il y a une chercheuse qui s'appelle Nietzsche Devno. J'adore Nietzsche Devno, je trouve son travail formidable, mais dans cette affaire-là, malheureusement, il y a des questions d'ego, il y a des questions d'histoire entre elle et Rick Doblin aussi qui ont joué. Et donc, elle a accentué le côté secte. Elle a un peu joué sur les peurs américaines au sujet des sectes en présentant MAPS comme une secte avec des citations, avec des extraits de trucs qui sont un peu manipulés. À la fois, c'est intéressant ce qu'elle présente Nietzsche, mais à la fois, c'est pas aussi objectif qu'elle voudrait le faire croire. Donc, voilà, c'est le problème entre l'AFDA, MAPS, la MDMA et Nietzsche Devno, c'est un problème très complexe dont on n'a pas encore certainement toutes les clés de compréhension pour l'instant. Donc, le côté agression sexuelle a joué, mais il n'y a pas que ça. Alors, on voit bien hein, tout ce que ces femmes ont apporté, la musique, les thérapeutes qui sont à deux, etc. Qu'est-ce que toi, tu as encore découvert parmi toutes tes recherches qui pourraient être aidants aussi pour les thérapeutes qui, un jour, je l'espère, pourront se lancer dans ce type de pratique? Et bon, déjà dans certains CHU qui commencent
des recherches? Qu'est-ce que tu as pu mettre en évidence qui pourrait être intéressant? Alors moi, l'une des choses que je trouve les plus intéressantes, c'est la thérapie psycholytique, sur lesquelles moi j'avais déjà pas mal travaillé, et il y a de plus en plus de travaux hein, qui sortent sur ce modèle-là. En fait, on a adopté, dans la Renaissance psychédélique, on a adopté tout de suite la thérapie psychédélique, donc à faible dose et 1 à 3 séances, en partie parce que pouvoir dire les patients vont être guéris en 1 à 3 séances, évidemment, ça a beaucoup plus d'impact que de dire on va faire une trentaine de séances, et puis c'est surtout la psychothérapie qui compte. Évidemment, il y a une question de coût aussi. Hein. Si on fait 30 séances, ça coûte beaucoup plus cher que d'en faire 3. Donc, c'est compréhensible qu'on ait adopté d'abord le modèle psychédélique, mais ce que montrent ces recherches en histoire, c'est que peut-être c'est pas le meilleur modèle, en tout cas pas pour tous les patients, ce modèle de la thérapie psychédélique, et que commencer à faible dose, augmenter progressivement, vraiment accompagner les gens dans le processus thérapeutique, faire beaucoup d'intégration, peut-être que c'est certainement ça qui aiderait en fait beaucoup plus de gens que de faire un truc hyper brusque qui, selon moi, en tout cas c'est comme ça que je vais, je pense, le présenter dans mon livre, ce modèle des thérapies psychédéliques, en fait, se rapproche quand même pas mal des thérapies de choc. C'est provoquer un choc chez les patients, même si on les accompagne, on les soutient et on est dans un cadre hyper empathique et doux et tout. Le but, c'est quand même de faire vivre à la personne une expérience radicalement transformatrice. C'est pas le cas dans la thérapie psycholytique, et donc ça, je pense que c'est un de leurs apports principaux. Et une autre, donc je pense que ça pourra servir pour les thérapeutes aujourd'hui. euh, de réfléchir voilà, il y a d'autres manières en fait d'administrer les psychédéliques. La thérapie psycholytique, elle est pas mal utilisée en Suisse aujourd'hui par les thérapeutes. Simplement, il n'y a pas beaucoup de publications, ils publient pas beaucoup sur ces méthodes-là. Donc, on les verra certainement émerger dans les prochaines années, mais pour l'instant, il y a assez peu de choses sur cette technique-là. Et une autre chose que je pense très importante, c'est d'étudier comment on bascule, comment les thérapeutes de ces époques-là, dans les années 60, ont pu basculer dans des pratiques ultra problématiques. Pour Betty Eisner, elle devient vraiment un genre de gourou. Elle va créer une espèce de communauté dans laquelle elle fait prendre plein de psychotropes, alors à faible dose, mais plein de psychotropes quand même, toutes les semaines, à un groupe d'une trentaine, quarantaine de personnes. Donc ils se rejoignent tous les vendredis soirs, et ils prennent des psychédéliques et ils ont l'impression d'être sur le chemin d'une amélioration de l'humanité grâce à ces expériences-là, qui sont en train de comprendre quelque chose qui n'a jamais encore été compris par l'humanité. Ils vivent tous ensemble et en fait, en 1976, elle a un patient qui meurt pendant une de ses séances, et donc son diplôme de psychologue va lui être retiré. Et donc, je pense qu'un des apports aussi de cette recherche, ça va être d'analyser comment des thérapeutes qui étaient tout à fait légitimes, dans un rôle euh, acceptable, qui proposaient des nouvelles techniques révolutionnaires, mais qui restaient dans un cadre respectueux, ont pu progressivement verser vers ces méthodes-là. Et la question de l'ego et de ce qu'apporte aussi une partie de ces expériences psychédéliques est très intéressante à travailler. On le voit un peu chez Rick Doblin, justement, donc le fondateur de MAPS. On le voit aussi chez Nietzsche Devno, ces questions d'ego-là. On le voit chez Timothy Leary, évidemment. Enfin voilà, il y a plein de grandes figures dans le milieu des psychédéliques qui soit sont devenus comme ça avec leurs expériences, soit l'étaient évidemment déjà, je pense que c'est plutôt ça, l'étaient déjà avant, et l'expérience psychédélique leur a permis d'aller encore plus loin là-dedans. Je pense que ça pourrait être aussi très intéressant pour que les thérapeutes soient vigilants à l'égard de ce processus. On a un peu l'impression d'être des dieux quand on utilise les psychédéliques avec les patients et qu'on leur fait revivre leur naissance ou des vies passées. Et voilà, il faut faire très attention, je pense. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec des euh, médecins thérapeutes underground aujourd'hui en France, dont je citerai pas le nom, qui sont aussi dans des pratiques comme ça, à utiliser certaines des expériences qu'on peut faire sous psychédéliques pour les présentés comme réels, et pour tirer beaucoup d'argent de certains de leurs patients en leur promettant qu'on va pouvoir leur faire revivre des vies passées ou parler avec leurs proches défunts, par exemple. Oui, mais c'est effectivement, hein, on parle toujours de la dissolution de l'ego, etc., qui devrait finalement nous relier à tout, à la nature, etc. Moi, ce que je vois autour de moi, c'est quand même beaucoup de personnes qui sont parfois même en déficit
d'ego. Enfin, voilà, ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils souhaitent avoir ou ils n'ont pas les diplômes qu'ils souhaitent avoir. Et donc, ils utilisent les psychédéliques pour se redonner, pour quelque part redorer leur blason de leur estime de soi. Et donc, du coup, ça fait exploser un petit peu l'ego, quoi. C'est intéressant ce que tu dis de thérapie de choc parce que bon, moi je donne cours sur l'histoire du trauma et donc des thérapies du trauma et c'est vrai que les années 40, hein, les années de guerre et encore après, on était dans les thérapies de choc avec les neuroleptiques, avec les électrochocs, et effectivement aussi que la lobotomie, ça c'était, alors avec aussi les thérapies du sommeil, hein, où on donnait des neuroleptiques. Et c'est intéressant évidemment d'avoir une historienne parce que du coup on comprend mieux aussi pourquoi il y a ben, ces thérapies qui sont plus portées sur des doses importantes et aussi avec parfois un ego, hein. J'entends aussi des gens qui disent hein, qu'ils ont pris telle dose et donc en fait ils sont très forts parce qu'ils ont pris. Oui. Donc, enfin, on ne refera pas le monde, hein. On peut mettre des petites pierres pour Mais ah essayer. oui, mais certainement qu'au niveau thérapeutique, hein, on peut cadrer beaucoup mieux les choses, mais le monde, malheureusement. Qu'as-tu envie de dire pour terminer cet entretien? Bah, j'ai envie de dire que je suis très confiante sur l'évolution des psychédéliques. On me pose souvent cette question-là. Pendant des années, j'ai dit, attention, on a l'exemple du cannabis médical, en particulier en France, qui n'est toujours pas là. Et alors que ça fait 30 ans qu'il y a des militants et des militantes qui se battent, plus de 30 ans évidemment, hein, mais ça fait une trentaine d'années qu'on a maintenant des sources, enfin des données scientifiques qui permettent de dire que le cannabis médical est valide dans plein d'indications. Donc malgré ça, ça n'arrive toujours pas en France. Donc j'ai pendant des années dit, je suis pas sûre que ça puisse vraiment émerger. Je pense que voilà, on voit qu'il y a une médiatisation qui est très positive. On voit des essais cliniques qui présentent des résultats qui ne sont pas révolutionnaires et de toute façon, aucun médicament n'est jamais révolutionnaire, mais qui sont positifs et donc qui vont permettre d'ouvrir un peu la palette des possibilités thérapeutiques qu'on peut amener aux patients. Donc ça, c'est très positif. Euh, Reste la question de comment est-ce que la société occidentale va s'organiser autour de ces nouveaux produits? Est-ce que ça va être des substances totalement récupérées par le milieu capitaliste, que moi je vois pas mal ici au Canada ou aux États-Unis? Est-ce que le modèle hospitalier va arriver à s'organiser pour permettre ces thérapies? Euh, on va pas vers la l'instant politiquement, malheureusement, avec de moins en moins d'argent pour la santé. Euh, Est-ce que le milieu médical va totalement récupérer ces pratiques-là ou est-ce qu'on va ouvrir à d'autres thérapeutes, des gens qui sont pas forcément psy, qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui ont des compétences pour pouvoir prendre en charge les personnes. Et puis, est-ce qu'on peut aussi penser à laisser parfois certains patients, certaines patientes ou des gens sans qu'ils soient spécifiquement repérés comme malades ou patients, mais se soigner par eux-mêmes, en fait, sans avoir besoin d'une posture, d'une personne qui a une posture d'expertise pour les accompagner là-dedans, parce qu'on a des témoignages de gens qui disent, moi j'ai pris des psychédéliques une fois comme ça en festival et tout à coup j'ai arrêté de fumer. Bon, ben, peut-être qu'on peut aussi laisser les gens avoir une autonomie là-dessus. Donc, je suis assez confiante que ce modèle thérapeutique va finir par émerger. Je pense qu'il émergera plus vite que n'a émergé ou n'émerge toujours pas le cannabis médical parce que c'est d'autres populations et c'est d'autres représentations qui sont liées surtout aux personnes qui consomment ces produits-là. Euh, donc, je pense que ça va aller assez vite, mais il va rester quand même vraiment beaucoup de questions sociétale autour de ces produits-là. Moi, je suis passionnée en fait par ça. Je trouve ça fascinant. D'habitude, en histoire, on étudie des choses qui sont définitivement terminées. Et là, moi, je suis au cœur de quelque chose qui réémerge et dont j'étudie le passé. Donc voilà, c'est fascinant pour moi. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci Zoé. J'espère qu'on aura encore l'occasion de t'entendre sur Résilience Psy parce que c'est vraiment tout à fait passionnant et le temps
passe très très vite avec toi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je serais ravie de revenir, peut-être pour mon prochain projet de postdoc quand j'aurai d'autres informations à t'apporter. Oui, et puis tu parles d'un projet de livre, alors ça c'est aussi une occasion de revenir. Faut que je me Merci mette. beaucoup. Merci à toi. Vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager et à faire connaître Résilience Psy et à bientôt pour d'autres aventures.